Alors que la bataille de la Marne se prépare du côté de Paris, la Lorraine est dans l'attente. L'ennemi est en approche et les Français n'ont qu'un but, tenir Nancy à n'importe quel prix. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. L'ennemi suit nos colonnes en retraite. Il est à prévoir qu'il se présentera demain devant Nancy. Le message est adressé à Joseph Joffre, le chef des armées françaises. En ce début de mois de septembre 1914, la situation est compliquée en Lorraine, on peut même dire dramatique. Il faut à tout prix tenir, ne pas laisser Nancy à l'ennemi, alors que la bataille de la Marne est imminente. Et en plus, on n'a pas vraiment pris le temps d'organiser la défense. Pourquoi installer des fortifications dans le Grand Couronné, ces petites hauteurs tout autour de Nancy, alors que par principe, les troupes françaises doivent avancer? Mais voilà, les Allemands sont bien là et ils se dirigent vers le sud avec une volonté, essayer de percer un trou dans les troupes françaises à Charmes. Ils attaquent. Après 4 jours de combat terribles, Saint-Dié tombe fin août 1914, mais les unités placées dans le col de la Chipote bloquent. Un corps à corps sanglant s'engage alors pour accéder à Épinal. Castelnau, le chef de la 2e armée basée à Nancy, arrête lui les ennemis côté Moselle, à Rozeuriol. Le front français est reconstitué et la brèche tant désirée par l'ennemi est refermée. Le danger n'est pas pour autant écarté, les Allemands menacent désormais directement Nancy. Dans la ville, où les réfugiés ont rejoint les militaires, un vent de panique souffle. Dans la forêt de Champenoux, à Clézantaine, sur les hauteurs près de Nancy, les fantassins chargent. Les Bavarois sont refoulés et les Nancéiens crient victoire. Ils défilent en cette toute fin août place Stanislas devant 6 canons pris à l'ennemi, mais ce dernier lance alors une nouvelle offensive avec une motivation supplémentaire. L'empereur lui-même serait là, avec un régiment prêt à l'escorter pour une entrée prestigieuse place Stanislas. D'abord le pilonnage et ensuite le combat au corps à corps, c'est la méthode allemande. Et Guillaume II suit tout ça à la lunette sur les hauteurs de la Seille. Nous sommes le 6 septembre et ses troupes se sont emparées des bois de Champenoux. Le lendemain, elles sont à Lettres-sous-Amance, à Laneuvelotte, le plateau de Malzéville est en vue, des obus pleuvent sur Amance-Pouxières-aux-Chênes, Agincourt. Nancy est à seulement 10 km. Après ces bombardements vient le corps à corps. Les Allemands montrent en premier pourtant des signes de faiblesse. Le 9 septembre au soir, ils obtiennent un cessez-le-feu pour aller recueillir le corps de leurs soldats morts. Et pendant ce temps, un régiment arrive en renfort de Toul. L'attaque décisive des Français va commencer. Peu importe la fatigue, les fantassins grignotent du terrain. Guillaume II, lui, quitte le front. Ses troupes ne vont plus agir que de loin. Elles envoient une 50aine d'obus sur Nancy, une dernière salve avant leur retraite. Le 12 septembre à 11h du matin, il ne reste que des blessés. Le préfet annonce que Nancy est sauvée. Les hommes de l'empereur ont abandonné une à une leur position, ils se sont repliés sur les bords de la Seille. Le lendemain, Pont-à-Mousson et Lunéville sont repris sans combat. Une bataille est gagnée, mais pas la guerre. Les bombardements vont se poursuivre. Le 26 décembre 1914, par exemple, un Zeppelin lance 18 bombes sur Nancy avec un message « Bon Noël, aimable envoi du Kaiser ». C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Les grandes histoires de l'Est, je vous le rappelle, c'est un podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin. Dans 2 semaines, le début de la guerre d'usure au tournant de l'année 1915. Et les deux camps vont vite se retrouver et se faire face. Meuse. À dans 2 semaines.